Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, en ce mercredi 5 novembre, et je vais avoir deux pensées ce soir particulières. C'est l'anniversaire de mon papa, aujourd'hui, qui fête ses 70 ans, donc un très très joyeux anniversaire à mon papa, chéri d'amour, et aussi une pensée pour Tal Chaleur, que vous connaissez tous, qui est en très mauvaise santé. Et voilà, toutes nos prières et nos bonnes intentions, nos bonnes pensées vont à lui ce soir. Alors, je suis heureuse de vous retrouver. Sam Léo, merci. Caroline Rubier aussi, qui gérait la modération. Dixnam, j'en ai vu d'autres passer. Je suis désolée, ça défile vite. Bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous allez bien depuis mercredi dernier. D'autres depuis hier, puisqu'on s'est vu en émission aussi hier pour une autre raison. Je suis très honorée de recevoir ce soir Jérémy Mercier, qui est éducateur en santé, chercheur aussi indépendant, que vous connaissez toutes et tous, que vous attendiez avec impatience, puisqu'il est déjà venu sur la chaîne. Il est docteur en recherche environnementale aussi, et moi je l'ai connu en 2020, mais il va nous expliquer un peu son parcours, particulièrement parce qu'il a dénoncé justement l'imposture de la crise dite sanitaire, et aussi évidemment des injections Covid. Bonsoir Jérémy, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis heureuse de te retrouver en direct, même si on s'est vu en vrai, nous, il n'y a pas longtemps. Bonsoir Lise, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, encore une fois. Et je disais, je t'ai découvert en vrai. Je te connaissais sur les réseaux depuis 2020, mais en vrai à Castres, lors de l'Université d'été rassemblante organisée par Cécile Maïchak, qui était un grand moment. On a pu partager pas mal de choses, et c'était important pour moi de faire cette émission avec toi depuis un moment, notamment parce que tu as dénoncé l'imposture de la crise dite sanitaire, encore une fois, et aussi parce que tu t'es attaqué au sujet des injections, dit vaccins, on est toujours entre guillemets, mais pas que Covid, et tu vas nous en parler ce soir, des vaccins de manière générale, et aussi de parler d'Octobre Rose, parce que tu es très engagé là-dessus, et j'aimerais bien qu'on en remette une petite couche pour que les femmes et les jeunes filles comprennent aussi l'imposture et ce vers quoi tout cela nous mène. Alors, Ok. je te laisse te présenter, Jérémy, compléter Ouais. peut-être ce que j'ai déjà dit. Ça fait un gros programme déjà, hein. Oui, donc je m'appelle Jérémy Mercier, pour les personnes qui ne me connaissent pas. C'est vrai que j'ai ouvert ma gueule pendant Covid dès le début. Alors, je n'étais pas nouveau dans la thématique, puisque ça fait déjà pas loin de 15 ans que j'enseigne la santé, que je m'intéresse aux approches de santé naturelle et que j'essaie de faire le tri dans les informations par rapport à la santé. Il y a un tri énorme à faire, puisque plein de choses qu'on pense vraies sont complètement à côté de la plaque, et c'est le cas notamment pour les vaccins, les injections, enfin peu importe comment on appelle ça. Euh, je vais dire les injections pour éviter tout risque de censure. Je ne sais pas trop où vous diffusez ce soir, mais je ne veux pas faire sauter vos chaînes, hein, en ce moment, il n'y a pas trop de censure, mais des fois que si jamais ça revenait à l'avenir, parfois ils reviennent dans le passé, ils disent ah, dans 2 ans, ils vont dire ah, il y a 2 ans, vous avez dit ça, donc hop, cette vidéo, on la supprime, et puis tu prends un strike sur ta chaîne YouTube, et puis s'il y en a 2 ou 3, ben, la chaîne disparaît. Donc c'est quand même dommage. En tout cas, oui, on va parler de ces histoires d'injections, et c'est vrai que beaucoup de gens ont découvert que les injections coco, en tout cas, étaient problématiques. Et peut-être que encore beaucoup de gens n'ont pas compris que c'est le cas de toutes les injections, en fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, un sujet essentiel. Je l'ai pas mal dit pendant la crise Coco, qui n'a rien de sanitaire, hein. C'est une opération psychologique, hein. On reviendra dessus peut-être un petit peu après. Mais effectivement, il faut revoir absolument toute la vaccinologie, qui n'est pas une science, hein, c'est une pseudo-science. Et tout doit être remis à plat. On doit déboulonner les légendes, notamment, je pense à Pasteur, évidemment. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps avec Marc Menant, je ne sais pas si tu l'as vu passer d'ailleurs. Ouais. Donc Marc Menant, qui est journaliste sur CNews, mais qui a aussi écrit des bouquins sur la santé, et notamment un sur la vaccination. Et il a écrit ce livre-là, que j'ai à côté de moi, L'inquiétante histoire des vaccins, qui est sorti aux éditions Plomb en 2023, il me semble. Et ça m'a fait plaisir de pouvoir faire cette vidéo avec lui, parce qu'il fait partie des rares personnalités, très très rares personnalités, à prendre position vraiment de façon très très forte contre les injections de manière générale, pas que Coco, toutes. Et ça, en France, c'est difficile, et je pense que c'est parce que c'est la papille de Pasteur, l'imposteur,
Et tout le monde s'est fait laver le cerveau à l'école avec cette histoire de Louis Pasteur qui a sauvé l'humanité avec ses injections. Enfin, c'est un truc complètement bidon, tout est foireux là-dedans. Un usurpateur, un menteur, un manipulateur, enfin, tout est bidon. Et pourtant, tu as des rues Louis Pasteur, tu as des écoles Louis Pasteur, enfin, tu as du Louis Pasteur partout. Et ça, je pense que c'est un truc qu'il va falloir vraiment déboulonner. C'est insupportable. On peut pas. Enfin, voilà, un pays qui a des places et des noms comme ça, Louis Pasteur partout, c'est purement obscurantiste. Enfin, c'est anti-scientifique, c'est complètement bidon, c'est charlatanesque. Mais dans la société actuelle, en tout cas, c'est mis en avant et c'est encore brillant et beau. Mais non, il faut vraiment, vraiment détruire ce mythe-là, à mon avis, c'est une des pièces fondamentales du mythe à détruire. Donc, je sais pas, on commence par quoi, du coup? Peut-être parce que tu parlais de PSYOP, de Oui, l'opération ah oui, psychologie, ouais, peut-être partir de ça, ouais, puisque ouais. justement, tu as commencé à tirer le Eh fil. ben, très bien, très bien. Alors effectivement, quand Covid est arrivé, donc à partir de fin 2019, ils ont commencé à nous faire peur avec une soi-disant nouvelle grippe venue de Chine, en nous parlant de quelques cas sur 1,2 milliard d'habitants. Enfin, on est dans c'est même pas le détail, c'est tellement marginal que c'est même pas un sujet, quoi, normalement. Et moi, je dis souvent, c'est aussi important que la diarrhée du Nicaragua en 73. Enfin, on s'en fout complètement. C'est un sujet, mais inintéressant possible. Et pourtant, là, il nous parle d'une soi-disant nouvelle grippe, de gens qui ont des problèmes respiratoires dans une ville très polluée de 10 millions d'habitants ou un truc comme ça, Wuhan. Et bref, et tout ça est monté en épingle très rapidement et on arrive, si je ne me trompe pas, au 11 mars 2020 avec cette déclaration de pandémie. Et moi, j'ai vu les choses arriver avant, mais je ne pensais pas que ça pouvait atteindre des énormités comme ça. Et à l'époque, moi, je m'étais dit, ben, bon, de toute façon, les Français n'avaient pas été dupes à l'époque de H1N1 en 2009-2010, et ça n'a pas marché, quoi, c'est tout, c'est bidon. Tout le monde sait que c'est bidon. Et là, quelle n'a pas été ma surprise de voir qu'en fait, ben non, les gens, ils ont cru, ils sont restés chez eux pour sauver les autres, ils ont respecté le confinement, ils ont applaudi leur maître depuis leur balcon, enfin tout ça m'a choqué au plus haut point, et donc j'ai tout de suite dénoncé ça, même dès le mois de février, il me semble, et donc avant qu'il y ait le confinement, et puis j'ai ouvert à l'époque, c'était comment on appelle ça, un groupe Facebook, ouais, c'est comme ça qu'on dit, un groupe Facebook où je faisais des vidéos, des lives tous les jours en fait. Donc dès le début du confinement, je me baladais dans la campagne, voilà, je faisais des lives. Et en gros, pour dire bah, n'importe quoi, c'est le délire. Et j'ai profité de cette période pour vraiment faire des expériences sociologiques. À l'époque, j'étais à côté de Nantes, dans la campagne à côté de Nantes. Et tous les jours, je sortais. J'allais faire des courses tous les jours, même pour rien, mais juste pour voir comment ça se passait dans les magasins, comment les gens s'habilleraient, est-ce qu'ils rajouteraient des gants, est-ce qu'ils mettraient, je sais pas, des dentelles ou des couches devant le visage pour se protéger, etc. Enfin, c'était vraiment passionnant. Et, et j'ai dénoncé ça donc, tout de suite. Et moi, ce qui m'a marqué et qui m'a fait comprendre que clairement, on n'était pas dans une véritable crise sanitaire, c'est déjà, je dirais, le discours de Macron. Je crois que c'est peut-être le 12 mars ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement la date précise. Mais quand il dit 6 fois nous sommes en guerre, mais j'ai envie de dire, mais évidemment qu'on est manipulé. Enfin, pour moi, c'est gros, c'est énorme. Et je l'avais dit dès le début sur Facebook, pendant le discours, moi j'écoutais la radio, je ne peux pas avoir sa tête, donc j'écoutais la radio quand même. Et j'ai posté ça sur Facebook et j'avais été surpris de voir qu'il y avait des gens qui disaient ouais, t'as raison, puis il y en avait quand même beaucoup qui disaient non, là c'est vraiment grave, tu peux pas dire ça, tu connais rien, etc. etc. Bref. Donc, l'opération psychologique, après, ce qui est difficile, c'est que quand on est nourri par des informations en continu, un croque-mort un croque-mort national, à l'époque, c'était Jérôme Salomon, qui égrène le nombre de morts supposément attribués au Covid tous les soirs, juste avant que les gens se mettent à applaudir. Enfin, en fait, tout ça est grotesque. Après coup, en tout cas, pour pas mal de gens arrivent à se dire, ouais, comme c'est un peu bizarre, mais sur le coup, les gens, ils étaient vraiment pris par la peur, incapables de réfléchir, et on était dans une expérience de 1000 grammes géante, dans le sens où il y a un médecin ou quelqu'un qui a une blouse blanche qui nous parle avec autorité, ben, on se sent, enfin la plupart des gens, au moins 80%, se sentent dans l'obligation d'obéir, parce que ils vénèrent la personne au-dessus qui a un ascendant important psychologique, et donc bah, voilà, ils se disent, moi je suis pas expert, je sais pas, l'autre il sait, bon, je connais personne autour de moi qui est mort, mais
comme ils l'ont dit à la télé, forcément, c'est que ça s'est passé. Et donc, je vais rester chez moi pour sauver les autres. Et donc, voilà. Donc, moi, j'ai essayé de dénoncer ça au maximum, hein. Et j'ai eu des petites histoires. Alors, j'ai écrit un livre dans lequel j'explique ce qui m'a amené à. Je ne sais pas si tu l'avais filé d'ailleurs, je ne sais plus. Voilà, quand les masques tombent. Voilà. Et Mm. donc, j'écris dans ce livre ce qui m'a amené à remettre en question tout de suite Covid. Et je parle du parcours avant qui m'a amené à ça, parce que j'ai un esprit critique. Enfin, j'essaye de cultiver cet esprit critique depuis déjà 20 ans, peut-être, à peu près quelque chose comme ça. Et, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je parlais de quoi? Je vais retrouver mon fil. Euh, Tu vois, qu'est-ce que je disais juste avant de parler de. Je voulais faire. Oui, Euh, ce qui m'a amené. Vas-y. J'allais te dire ce qui t'a amené à écrire ce livre Ouais, en alors, observant. en fait, ça, c'était pour faire un récap, parce qu'après coup, comme je disais, plein de gens réalisent qu'on s'est moqué d'eux, mais pendant que ça se passait, la plupart des gens ne voyaient pas que c'était une opération psychologique, hein. On appelle ça en anglais une PSYOP, hein, PSY-OP, une opération psychologique. Et ça, c'est des choses que les militaires, en particulier du complexe américain, connaissent très bien. Enfin, je parle des hauts placés, hein, je ne parle pas des petits qui sont là juste pour appliquer. Et donc là, beaucoup d'éléments auraient dû nous faire penser qu'on était dans le cadre d'une opération psychologique. Et ça, Pierre Chaillot a fait ce travail vraiment important de montrer que notamment les hôpitaux n'étaient pas du tout comment dire, complètement saturés. C'était le cas de quelques hôpitaux, parce qu'on avait fermé 90% des hôpitaux, en gros. Donc, si on ferme tout et qu'il n'y a plus que quelques pourcents des hôpitaux qui sont ouverts et qui traitent les malades, évidemment, ils sont saturés. Et donc, c'est facile après pour des journalistes de venir et de montrer que c'est saturé, parce que c'est le cas, mais c'est hyper local. Et pendant ce temps, 90% des soignants n'ont rien à faire, en gros. Donc, du grand n'importe quoi. Je confirme, j'étais en clinique privée à ce moment-là, je bossais dans une clinique privée. Ah oui. Ouais, en plus. Et donc j'étais personnel essentiel à la base. Et Mmh. effectivement, on avait tout un étage dédié normalement à ça. Donc les personnes étaient confinées dans leur chambre, pouvaient pas sortir, pouvaient pas recevoir de visites, et cetera. On avait tout un étage dédié normalement aux personnes dites atteintes du Covid. Et il n'y avait personne. Les pompiers fumaient des clopes dehors, les ambulanciers pareil. Enfin, c'était vraiment mort. Pour le coup, Ouais. il n'y avait aucun, non-événement. C'est ça. Et nous, on faisait du vélo dans la campagne au moment où on était censé s'auto-signer des papiers, s'auto-autorisant à sortir de chez soi. Et ma petite, ma deuxième fille, s'est pris les pieds dans les rayons du vélo pendant qu'on faisait du vélo. Donc, on n'était pas trop sûr, elle avait mal, etc. Donc, je me suis dit, bon, on va voir s'il n'y a pas une fracture des fois que. Donc, on est allé aux urgences de Nantes, de l'Hôtel Dieu à Nantes. Pas un chat, mais personne. Il n'y avait pas de queue, il n'y avait personne. Donc j'ai été reçu en 30 secondes et je leur dis, ah bah dis donc, ça va, on n'est pas touché par le Covid. J'ai dit ça de façon un peu ironique, mais je voulais pas choquer non plus pour avoir un peu d'informations. Et ils me disent, ah, non, non, c'est vrai qu'ici ça va, mais sans doute ils sont très occupés en pneumologie. Ils n'en savaient rien, mais bon, ils se disaient que, comme à la télé ils ont parlé de ça, sans doute c'est comme ça, tu vois. Donc c'était c'est que, en fait, il y a une histoire qui est racontée et il y a une espèce de pression sociétale pour que tout le monde croie à cette histoire. Donc, l'histoire, elle est vraie. Point. Il Et n'y a pas tu besoin de sais, vérifier, c'est vrai. ce qui m'a frappé, c'est que, parce que même les personnes qui regardent pas la télé, admettons, ou quoi, des personnes même du personnel soignant médical a pu aussi être embrigadé là-dedans. Tu vois, Bien parce que sûr. quand on a justement fermé des chambres, des Et- accueils dans les hôpitaux, mais qu'on a augmenté aussi parce que c'était très bien de mettre les personnes en réanimation, et on le sait, pour qu'un service fonctionne, il faut les mettre dans le service en question et il faut le remplir. En mettant estampillé Covid des personnes qui n'étaient pas forcément positives, même à un test, ou enfin bon, les tests PCR aussi, c'est une grande fumisterie. Et en fait, pour faire fonctionner ce service-là, les soignants se sont auto-persuadés aussi que du coup, il y avait énormément de cas. Et c'est dingue, hein, dans un simple hôpital, les personnels présents eux-mêmes croyaient au truc sans avoir à regarder la télé ou autre. Enfin, c'est assez bien joué quand même C'est sur ça, c'est l'opération ça. psychologique. Et il y a une espèce il y a une pression, donc soit sociétale, soit carrément de la part du service ou de la façon de penser dans le corps médical lui-même, parce que il y a un esprit de groupe quelque part, et puis tout le monde doit penser d'une certaine manière. Et donc, effectivement, les gens ont pu se convaincre eux-mêmes qu'il se passait quelque chose de grave, même s'ils ne le voyaient pas vraiment, ou même s'ils ne voyaient rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui disaient, ah, je n'ai rien à faire dans mon service, mais ça va être horrible ailleurs. Tu vois, enfin,
ça n'a pas de sens, mais des gens peuvent raisonner de cette façon-là. Et donc voilà, donc moi j'ai vu ça, puis après quand les masques sont arrivés, j'ai fait tout de suite des recherches sur le sujet et je suis tombé sur un article de Denis Rancourt, un ancien professeur de physique au Canada à l'université d'Ottawa. Je l'ai interviewé sur cet article-là, qui en gros il regardait la littérature scientifique sur le sujet et ça a montré que jamais les masques chirurgicaux n'avaient montré qu'ils n'avaient un quelconque intérêt pour prévenir les maladies dites virales respiratoires. Donc ça, c'était très clair. Et donc, on a fait cette vidéo fin mai 2020 et ça a été viral pour le coup. Et donc, de là a commencé notre collaboration. Ça fait 5 ans et demi qu'on bosse ensemble et qu'on a publié une dizaine d'articles scientifiques avec Marine Baudin aussi et Joseph Hickey. Et donc, voilà, donc tout de suite, finalement, on se rend compte que il se passe rien. En fait, ce qui se passe, c'est une agression sociétale qui s'est passée pour une gestion de crise sanitaire qui n'existe pas. Et cette agression sociétale peut tuer, par contre. Hein. C'est-à-dire que si on enferme les gens, si on les stresse, si on refuse les soins des personnes qui en ont besoin, si on enferme les personnes âgées dans leur chambre d'EHPAD, si on les pique au Rivotril, soi-disant pour abréger leur souffrance, etc., bah oui, on peut créer une surmortalité très passagère qui peut être importante. Aux États-Unis, il y a une très grosse mortalité pendant la première vague, qui n'est pas du tout une vague d'épidémie ou de pandémie, c'est une vague d'agression de la société sur les gens. Et dans d'autres pays, par contre, il ne s'est rien passé au niveau de la mortalité du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation, voire même c'est légèrement moins qu'en temps normal. Et par contre, l'agression peut se faire plus tard, lors de la deuxième vague, qui n'est toujours pas une vague d'un nouveau virus qui viendrait attaquer les gens, mais qui est une vague d'agression sociétale, encore une fois. Des fermetures diverses et variées, des commerces qui ferment, etc. Enfin, toutes ces privations de liberté qu'on a subies et qui peuvent impacter les personnes les plus vulnérables, et notamment les personnes qui ont des difficultés financières. Donc, dans les États américains, aux États-Unis, je veux dire, les personnes qui souffrent le plus de ça, ce sont les personnes obèses, pauvres, qui ont des problèmes de maladie mentale, etc. C'est celles qui meurent le plus, en fait, parce que cette agression-là va les toucher particulièrement, celles-ci, et les personnes âgées, évidemment. Bref, donc on a pu, comme ça, avec Denis Rancourt, dans ces travaux qu'on a fait, montrer qu'il n'y avait pas de propagation d'un pathogène. Il n'y a pas ça, c'est pas du tout ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est des agressions de la société et des autorités sur leur population, ce qui génère des surmortalités qu'on peut étudier, voilà, et qui n'ont rien à voir avec donc la propagation d'un nouveau pathogène. Et ça, c'est très important de le dire et de le redire. Merci Jérémy. Puis je trouve, moi, tu vois, tu parlais des masques, justement, quand ils sont arrivés. Pour moi, je me suis dit, c'est comme s'il fallait matérialiser quelque chose qu'on ne voyait pas parce qu'il n'y avait pas des morts dans la rue, etc., pour faire encore plus peur. Et tu vois, avoir ce truc-là, alors il y a plusieurs choses derrière le masque aussi, hein, le fait de bâillonner, de ne plus pouvoir parler, de ne plus voir la moitié du visage, tout l'impact aussi chez les enfants, notamment. Mais c'était comme pour matérialiser quelque chose. Si vous n'y croyez pas encore, on va vous y faire croire de force avec ces masques aussi. Il y avait aussi cette volonté-là, il me semble. Et par rapport au masque, c'est effectivement un symbole très très important. C'est vraiment, c'est la muselière. Hein. Je bloque l'organe de la parole et de la communication. Je le bloque. Je m'isole de l'autre. Effectivement, je rappelle en permanence qu'il y a une pandémie inexistante, mais en tout cas, ça lui donne une existence. Et c'est un rituel, en fait. Il y a des rituels et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des vidéos avec Yann Charrier, notamment, qui montre comment les tortures ont été faites à Guantanamo, dans cette base américaine sur le territoire cubain. On sépare donc les prisonniers, on leur met un masque chirurgical sur le visage, ils ont des menottes et ils ont des privations sensorielles diverses et variées. Et c'est quasiment copie conforme de ce qui a été fait dans les écoles françaises, dans les cours de récréation françaises, sauf qu'il n'y avait pas les menottes. C'était des menottes invisibles, psychologiques, mises en place par le corps éducatif. Scandaleux, une torture hallucinante, d'une violence. Donc c'est pour ça qu'à cette époque-là, moi j'ai quitté, enfin voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'ai quitté la France, en tout cas Nantes, qui était vraiment complètement zombie. Enfin, c'était une ville entre guillemets progressiste qui croit toutes les bêtises racontées à la télé d'une certaine manière. C'était affreux. Enfin, vraiment, c'était hallucinant de voir le degré de soumission en centre-ville de Nantes. Et donc, j'ai quitté Nantes fin octobre 2020 pour me rendre en Estonie, où là, il n'y avait pas du tout ces mesures-là. Ça n'existait pas. Ça ne se faisait pas de cette façon-là. C'était beaucoup plus soft et j'étais très content d'avoir fait ce choix. Je me rappelle, tu faisais tes vidéos aussi d'Estonie quasi quotidiennes d'ailleurs aussi. Je crois que tu continuais. Très souvent.
Ouais, j'en Ouais, enfin testais souvent en souvent, tout cas. Je me rappelle de ouais. toi sous la neige, avec ta C'est ça, capuche et tout, exactement, ouais. voilà. Mmh. Dans Et les là, rues de la mais ville il d'Italie. y avait aussi quand même la volonté de protéger tes enfants et de les sortir de Oui, ce système scolaire, mortifère bah, avec ces mesures, dites sanitaires et cetera. exactement. Et à l'époque, je m'étais dit: «Mais plein de gens vont faire comme moi, c'est évident, ils vont pas rester, c'est insupportable». Bah non, non, j'étais le seul en fait. Enfin, pas le seul, mais en tout cas, j'ai pas vu grand monde qui a fait ça. Et non, non, moi je trouvais ça. J'ai rencontré, d'ailleurs en Estonie, j'ai rencontré quelqu'un qui a sorti ses enfants du système français, mais il fait partie des rares. Lui, il s'est dit, ils avaient plein d'amis qui étaient d'accord avec eux, mais ils ont dit: «Bah non, on préfère quand même, non, on va quand même se soumettre et accepter ça». Accepter l'inacceptable d'une certaine manière. Ouais, après c'était, enfin, d'autres manières de résister, mais effectivement, par exemple, tu vois, les personnes seules, Ah bah oui, non, qui c'est sont non mais séparées ou autres, en fait, parce que évidemment, la non mais ça, c'est enfin, tu vois, pour sortir du de parce que souvent on dit: «Bah, sortez-les des écoles», parce que même là, avec l'éducation dite à la sexualité et cetera, enfin, tous ces mmh, délires-là, sortez-les des écoles. Ben, en fait, c'est pas si simple que ça et ils bah, ont c'est resserré les vis aussi encore sur, l'instruction en famille et cetera, mais bon, ça, c'est encore oui, un autre oui, sujet oui. Ah, et effectivement, il y a un verrou très important et puis il y a plein de cas particuliers qui font que ça peut être compliqué. Alors moi aussi, bien sûr, j'ai la chance de travailler à distance, donc bon, ça c'est effectivement assez rare, évidemment. Enfin bref, mais je m'étais dit quand même qu'il y aurait d'autres gens qui feraient cette démarche-là et en fait, ça a été très, très rare et après, il y a eu plein de formes de résistance aussi, heureusement. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu de mon petit contexte de centre-ville de Nantes, il n'y avait pas de résistance du tout. Enfin, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu en octobre 2020, je ne l'ai pas vu du tout, et c'est ce qui m'a décidé à quitter cette ville. Et pour le mieux, ça très clairement. Donc il y a quand même une histoire de rituel, et j'ai fait des émissions là-dessus, notamment avec Sylvain Tristan aussi. Quand on regarde, quand on s'intéresse à ce qui s'appelle la programmation prédictive, en fait, dans des films hollywoodiens, dans des musiques, dans des clips, etc., il y a une préparation depuis une trentaine d'années minimum à cet événement coronavirus de 2020 et du 11 mars 2020. Je veux dire, c'est écrit, c'est très choquant quand on commence vraiment à regarder les choses de cette façon-là. C'est très choquant parce qu'on se dit c'est impossible que tout ait été planifié si longtemps à l'avance, qu'ils aient mis des messages plus ou moins subliminaux. Certains sont particulièrement frappants, mais d'autres sont beaucoup plus subtils. Mais ouais, c'est dingue. Et donc, dans plein de films, on a fait plusieurs vidéos comme ça avec Sylvain Tristan. D'ailleurs, Donald Trump joue un rôle important. Il fait partie de celui qui parle souvent de la couronne. Hein. Il disait crust first, hein, en parlant de la couronne de la pizza. Hein. Enfin, bref, des trucs, ça paraît complètement zarbi, j'ai envie de dire, voilà. Mais non, c'est une réalité. On peut analyser ça. Bon, c'est beaucoup plus facile avec le recul, hein, en regardant ce qui a été fait dans le passé et ce à quoi ça a conduit. Mais c'est complètement dingue. Et moi, je voulais aussi rajouter que dans cette histoire de supposé coronavirus et de protéines spike, pour moi, on est dans des histoires de couronne et d'épines. Un spike, ça veut dire épine. Hein. Donc, on est vraiment dans une histoire de sacrifice pseudo-christique et c'est pas du tout une histoire de nouvelle maladie avec une protéine. Enfin, c'est pas du tout ça. C'est hors sujet, ça. Ceux qui nous parlent encore de protéines spike et de nouveaux virus, c'est complètement hors sujet pour moi. C'est que là, ils se sont fait complètement avoir par l'opération psychologique. Voilà. Et malheureusement, c'est encore beaucoup trop fréquent dans la dissidence, je pense. ouais, mais c'est important de le dire, je te remercie, notamment pour la protéine spike, aussi de repréciser ça. D'ailleurs, il y a des commentaires, qui parlent de la protéine spike, encore là. Et J'ai après vu alors, la femme de Christ. je me rappelle plus exactement parce que ça va faire 6 ans bientôt, hein, quand même. Quand est arrivé, l'injection, hein, le dit vaccin qui allait tous nous sauver, de ce grand virus si mortel et qui allait tous aussi nous protéger, hein, ça c'était intéressant aussi. Tous vaccinés, tous Comment protégés. tu de quoi, pardon? Tous vaccinés, tous protégés. C'était ça, exactement, écrit partout, même sur les autoroutes, enfin, c'était du délire et en fait, les personnes comme toi et enfin, comme moi aussi qui avions compris, parlions du vaccin, de l'injection qui allait arriver, Mm. comme sauveur justement avant qu'il arrive même. Je me rappelle, moi j'avais écrit, au collège de ma fille à l'époque, bon maintenant la grande elle est au lycée, mais en disant, «Je refuse toute injection machin» et «Mais de quoi vous parlez? Ça n'existe pas», voilà, alors que c'était la suite logique. Comment tu as réagi toi justement, avant cette, enfin déjà tu avais dénoncé, mais quand c'est arrivé aussi et l'obligation dite Alors, vaccinale pour les personnels médico-sociaux, bah, donc bon, moi, je suis pas concerné par ces obligations, hein, donc je suis indépendant. En plus, j'étais en Estonie. Enfin, donc là, c'était très, très différent. Il y a eu
pour ainsi dire, pas de pression sur les enfants, en tout cas, en Estonie du tout. D'ailleurs, il n'y avait pas de masque obligatoire avant 12 ans, hein, ça n'existait pas. Et même là où elles étaient, bah, il n'y avait pas de masque du tout, en fait. Donc voilà, j'ai jamais vu personne avec un masque dans l'école où elles étaient. Et après, nous, il y a eu aussi le pass sanitaire puis vaccinal. D'ailleurs, le pass vaccinal a eu lieu, et ça, c'est quand même surprenant, plus tôt qu'en France. C'est-à-dire qu'on est passé de rien à tout de suite pass vaccinal. C'était n'importe quoi. Ça allait très, très vite. C'est-à-dire que c'était très, très cool pendant très longtemps, et tout d'un coup, on avait le pass vaccinal avant la France. Et puis, ben, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que bah, j'ai discuté avec plein de gens qui m'ont dit: Ah, ok, on peut plus aller au resto. Bah, ok, je suis plus au resto. Très bien, c'est pas grave. Je pense que les restos ont quand même vachement souffert. Et puis une fois que c'était fini, ils ont dit: Ah bah c'est bon, bah, maintenant je reviens. Voilà, c'est tout. Ils ont changé leurs habitudes pendant, ça a duré peut-être 3 mois, quelque chose comme ça. C'était quand même un peu long, mais pas non plus hyper long. Même si à un moment, on aurait pu se dire ça va durer 10 ans, qu'est-ce qu'on va faire? On va vivre en marge de la société maintenant, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai pas été du tout soumis à ça, et puis j'ai refusé. J'ai pas, voilà, je voulais même pas faire un faux d'ailleurs. Je voulais pas jouer ce jeu-là, tout simplement. Mais c'est vrai que bah, ceux qui avaient un métier qui était soignant avaient cette obligation. Alors, ils vont toujours dire que c'est pas une obligation parce que bah, les gens peuvent toujours arrêter de bosser, hein, ouais, c'est vrai, hein. Et d'ailleurs, je connais des soignants qui ont carrément décidé de quitter ce milieu-là. Ils étaient dégoûtés parce qu'ils ont vu que leurs collègues étaient à fond pour, ils étaient vus comme des pestiférés s'ils ne se faisaient pas vacciner, etc. Ils ont dit: je quitte ce milieu-là, je n'en peux plus. Et ça, je peux tout à fait le comprendre. Et il y en a d'autres qui voulaient rester parce que malgré tout, ils ont quelque chose à apporter dans ce système, aussi pourri soit-il. Et bah là, bah, il y en a qui ont fait des faux, il y en a qui ont décidé de ne pas faire de faux et qui ont été suspendus, donc avec tout ce que ça veut dire. Donc 606 jours de suspension, c'est jamais au hasard les chiffres, hein. Euh, donc cette suspension, donc pas payée, pas de chômage, pas de, enfin voilà, vraiment considéré comme des moins que rien. Et ça, c'est très très dur. Et franchement, bah, je tire mon chapeau à ces personnes qui ont ce courage-là et qui ont fait des sacrifices très importants. Et j'ai envie de dire, le problème, c'est que bah, la situation, il n'y a pas de leçon qui a été tirée du tout de cette opération psychologique Covid. Et là, ils sont en train déjà de discuter. Ils le font chaque année un peu plus fort, et ça va peut-être arriver, de la vaccination obligatoire contre la grippe pour les soignants. Donc là, c'est de plus en plus fort. Et bon, après, il y en a qui vont dire oui, c'est juste des histoires d'argent parce que Sanofi, il y a une espèce de contrat entre le gouvernement français et Sanofi. Sanofi qui a sorti un vaccin qui est plus cher, qui est soi-disant mieux, mais c'est toujours la même chose, c'est des études bidons qui montrent que ça a un intérêt, alors que très clairement, il n'y a aucun vaccin qui a jamais montré son intérêt. Et donc, avec ce nouvel argument et cette nouvelle accointance entre le gouvernement et Sanofi, ils veulent en gros vacciner plein de gens, et notamment plein de soignants, ou peut-être même les personnes âgées en EHPAD, de façon obligatoire, ce qui fera un gros marché pour Sanofi en plus. Mais ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Je pense que ça serait réducteur de penser que c'est qu'une histoire d'argent. C'est pour moi avant et surtout une histoire de contrôle. On veut s'assurer de la soumission des personnes, et rien de tel qu'une injection d'un produit toxique pour s'assurer que les gens sont effectivement bien soumis et dociles et qu'ils vont bien faire ce qu'on leur demande de faire. Ouais, la soumission et le contrôle, effectivement. Après, on peut se poser la question, si nous étions complotistes, de la dépopulation aussi, puisque a priori, pour d'autres, nous sommes trop nombreux sur Terre, et l'escrologie et tous ces délires transhumanistes aussi. Donc il y a quand Alors, même ça aussi à aller questionner. c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages dans ce sens. Cependant, nous, on a beaucoup étudié la mortalité avec notre équipe, avec Denis Rancourt, Marine Baudin, Joseph Hickey. Euh, oui, les campagnes de vaccination et la pression sociétale occasionnée ont tué 17 millions de personnes. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup parce que c'est sur 8 milliards d'habitants. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une dépopulation à cause de ça. Alors après, bien sûr, il y a des gens qui sont morts à cause des vaccins, il y en a qui ont des séquelles, qui ont des problèmes de santé importants. Voilà, moi, je suis pas de Valérie qui a des problèmes de santé suite au vaccin. C'est très clairement lié au vaccin. Sa vie a été transformée. Alors après, il y a des choses qu'elle peut améliorer, et puis moi, je lui souhaite qu'elle retrouve la santé, et c'est possible. Mais ça passe par des remises en question importantes, et puis certains n'arriveront pas. Donc il y a des choses très graves qui sont passées. Il y a aussi des gens qui sont morts tout de suite après le vaccin. Bon, c'est toujours quand les gens meurent après un vaccin, c'est toujours une coïncidence. Enfin, c'est systématique, c'est comme ça. Mais vraiment parler de dépopulation, j'ai du mal parce que c'est pas quelque chose que j'observe. Après, qu'ils le fassent à d'autres moments et qu'ils nous préparent à ça, peut-être. Mais aujourd'hui, j'ai pas vu vraiment, j'arrive pas à dire qu'il y a cette dépopulation.
Par contre, ça attaque aussi, ça c'est vrai, la fertilité. Il y a un impact sur les grossesses à terme. Ben, peut-être qu'elles arrivent un peu moins à terme qu'avant. Il y a plus d'enfants morts-nés, il y a plus de pas d'avortement, je trouve, de fausses couches, voilà. Et ben ça, oui, ça peut faire baisser la natalité. Voilà. Donc on est là-dedans. En plus de ça, il y a une ambiance qui donne pas trop envie aux gens de faire des enfants actuellement. Enfin bref, l'un dans l'autre, on peut avoir une baisse assez forte de la natalité qui va arriver, qui est en cours et qui pourrait se poursuivre, c'est vrai. Et donc, on est plus dans une société un peu Mortifère. morbide ou ouais, Oui. mortifère. Ouais, il y a un Ouais. côté comme ça. Ouais. En plus de ça, il y a plein de messages en permanence, en gros, qui nous préparent à la guerre aussi. Et c'est pas à prendre à la légère. Peut-être qu'il n'y aura pas de guerre, hein, c'est possible. Hein. Mais, et c'est une discussion qu'on a souvent avec Denis en cours, c'est qu'il n'est pas impossible que l'opération psychologique Covid était un test de soumission dans le cadre d'une préparation à la guerre. C'est pas impossible, ça. Et malheureusement, j'ai envie de dire que l'opération psychologique a été un succès. Donc, peut-être qu'ils sont en train de se dire, bah, ouais, ils ont tout accepté, ils ont tout obéi, ils ont cru à la fois au confinement, au masque, au nouveau méchant virus, que le méchant virus soit d'origine soi-disant naturelle entre un pangolin, une chauve-souris ou que sais-je, ou que ça vienne d'un labo Wuhan, parce que c'est ça, hein, la version c'est la version autorisée à destination des complotistes, entre guillemets. Peu importe. Donc, en gros, si on croit à tout ça, quelle que soit la version, on est prêt pour la suite parce qu'ils vont pouvoir nous faire peur encore plein de fois avec des nouveaux pseudo-virus et de pandémies. Et ça, c'est ça le piège, c'est que beaucoup de gens dans la dissidence croient à cette fable du virus en labo, mais moi, ce que je dis, c'est que la virologie est une escroquerie aussi. Il n'y a pas que la vaccinologie qui est une escroquerie, la virologie aussi est une escroquerie, c'est une pseudo-science. Et je trouve voilà, j'essaye de plus en plus d'en parler. C'est un sujet qui est compliqué parce que ça vient vraiment dégommer des croyances très très fortes que tout le monde a en soi quasiment, et y compris chez les personnes de santé naturelle. Même les naturopathes croient au virus, on leur a appris ça. Donc ils ont beau être ouverts et vouloir soigner avec des plantes, avec des approches alternatives à ce qui se fait habituellement, n'empêche que 95% au moins des naturopathes pensent le virus. Donc c'est la virologie, en tout cas la notion de virus, est aussi une opération psychologique. C'est un ennemi invisible, un peu comme le terrorisme et tout ça. Enfin, c'est l'ennemi invisible qu'on ne voit pas, mais qui est là. Il faut se préparer et c'est un truc qui nous maintient en tension et qui nous rend très facilement manipulables et contrôlables. Voilà. Donc, il faut vraiment sortir de tous ces carcans intellectuels et la virologie fait partie de ces carcans-là. Clairement. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'au fil de toutes ces années, à chaque fois, la fenêtre d'Overton, hein, chaque fois, tu te disais, mais là, c'est trop gros, là, c'est pas possible, on va pas accepter de manière globale tout ça, c'est impossible. Et encore une fois, ça avance et on voit que ça continue d'avancer, ça continue de s'ouvrir effectivement. Et comme tu dis, il y a aussi tous ces films, toutes ces préparations dans les musiques. Voilà, on est préparé, en tout cas, on est conditionné pour accepter le pire depuis de nombreuses années. Et il faut, enfin, c'est un travail aussi personnel, un cheminement personnel de se déconditionner, de faire sauter tous les verrous, un peu comme à la Descartes, là, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce qui dépend de moi, pas dépend de moi, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qu'on m'a appris finalement, je fous tout en l'air et je ne sais plus rien, je vais tout redécouvrir par moi-même. Et C'est c'est ça. ça un peu qui a fait ce travail-là. Exactement. Et ça, c'est la démarche scientifique. C'est la démarche, je doute de tout, je ne sais rien, et j'avance, et je vais construire un modèle théorique en fonction de ce que je découvre au fur et à mesure. Et s'il y a un truc qui ne colle pas avec ce modèle-là, c'est que ce n'est pas bon. Et là, pour l'opération psychologique Covid, on ne voit rien en termes de pandémie, virus, propagation. Il n'y a rien de tout ça, ça n'existe pas. Donc, vouloir penser qu'il y aurait un nouveau virus qui viendrait d'un labo en Chine ou bien d'un pangolin, ça ne tient pas la route. Ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est une attaque des autorités sur leur population avec des faux arguments sanitaires. Un point, c'est tout. Il y a pas un nouveau machin qui est en train de tuer tout le monde. C'est pas vrai. On n'a jamais vu ça. Et d'ailleurs, c'est comme ça pour tous les virus. Enfin, tout ce qui est présenté comme virus. Voilà. À chaque fois, ça ne tient pas la route non plus. Les modèles ne sont pas bons. Donc, on doit revoir ça. Ok. Et qu'est-ce que tu as découvert du coup sur les injections, toi? Comment ça t'a fait tilt? Alors effectivement, tu as remis en question Alors, beaucoup de choses et voilà, sur ces injections et les autres de manière générale, ces vaccins.
Enfin, Ouais. vaccin, oui, ils appellent Alors, vaccin en tout cas. voilà, moi, ça ne me gêne pas de dire vaccin pour toutes ces injections, parce que peut-être que c'est une soi-disant nouvelle technologie, ce pour Coco, mais le principe, c'est un peu le même toujours, c'est je me fais injecter un truc, soi-disant, pour ne pas tomber malade. Alors après, c'est vrai qu'ils ont dit, vous tomberez peut-être malade, mais vous serez moins malade. Mais ça, c'est pas nouveau en fait. Moi, j'ai beaucoup parlé d'un bouquin qui m'a beaucoup plu, dont j'ai la version anglaise. C'est Dissolving Illusions. Voilà, en français, c'est Vaccination, la grande désillusion. C'est un peu un pavé, hein, c'est assez gros, mais c'est vraiment exceptionnel. Et on découvre que dès à la fin du 19e siècle, déjà, ils parlaient de variolisation. Je crois que c'est pour la variole. Ils avaient donc voilà, des vaccins, enfin, ils variolisaient. Et après, ça arrivait fréquemment que les gens soient malades après. Ils disaient oui, mais ça aurait été bien pire si tu n'avais pas pris le vaccin. Donc, ça réduit les formes graves, encore une fois. Donc, comment dire, cette argumentation bidon, elle n'est pas nouvelle. Depuis le début de la vaccinologie, on a les mêmes argumentations bidons, pseudo-scientifiques. Il n'y a pas de groupe contrôle. C'est tout le temps comme ça. C'est pas nouveau. Donc, j'ai envie de dire, il y a plein de gens qui ont été réveillés, et tant mieux, par ces injections coco complètement bidons, mais celles d'avant aussi étaient bidons. Donc il faut tout ça, ça va à la poubelle. C'est les poubelles de l'histoire. C'est n'importe quoi, c'est bidon. Pasteur, c'est bidon. Les injections, c'est bidon. La vaccine, enfin bref, tout ça, c'est bidon. Et donc, il faut arrêter de dire oui, mais c'est parce que il y a des nouvelles technologies, je sais pas quoi. Alors peut-être qu'il y a des nouvelles choses, mais on n'a pas besoin de valider le discours pseudo-scientifique de Pfizer et Moderna qui consiste à dire oui, alors on met de l'ARN messager encapsulé dans des nanoparticules lipidiques, ça va rentrer dans les cellules, ça va retranscrire cet ARN et ça va produire la protéine SPAC, la fameuse, ça va créer les épines de la couronne du Christ en gros, et c'est ça qui va soit nous protéger contre le coco si on est dans la version mainstream, soit ça va nous rendre très malades parce qu'on a la protéine SPAC partout. Tout ça, ça ne tient pas à la route. Les gens qui sont malades après les injections coco, bah, c'est très certainement parce que les nanoparticules lipidiques sont toxiques et c'est connu. C'est pas nouveau, tout le monde le sait. Il suffit juste de lire, de se renseigner un petit peu. Ces nanoparticules lipidiques, on ne devrait pas les injecter. C'est ça qui rend malade les gens. Il n'y a pas besoin d'imaginer un truc non prouvé avec une transcription d'ARN messager et qui après produirait ces protéines spike. Ça, c'est bidon. Voilà. Et beaucoup de gens encore, malheureusement, dans la dissidence, tombent dans les pièges qui sont tendus par les autorités. Hein. Ils ont envie qu'on tombe dedans. Parce que si on tombe dedans, on valide encore les histoires de cette technologie ARN messager, elle fonctionne, elle fait ce qu'ils disent. Mais là, quand on fait ça, quelque part, on collabore avec Pfizer et Moderna. On leur dit, oui, ce que vous dites sur comment dire, le procédé en cours du virus, du vaccin, c'est vrai, vous avez raison. Et ça il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Et malheureusement, bah, il y a beaucoup de gens qui sont biologistes ou médecins et qui n'ont peut-être pas le recul suffisant, qui ont un formatage très important, qui n'arrivent pas à le voir. Et qui, pour moi, voilà, entraînent une partie de la dissidence trop importante encore aujourd'hui dans ce piège-là. Attention à tout Merci, ça. ouais, pour ces précisions. Merci beaucoup parce que c'est intéressant, ouais. Et du coup, ça vient aussi questionner, ce que tu dénonces aussi depuis le début, hein, parce que là, il y a encore des personnes qui se font injecter contre la grippe, soi-disant. Le papillomavirus, ça aussi, très intéressant quand même d'aller chercher, d'aller creuser pour les filles et aussi pour les garçons. Enfin, je veux dire, ils sont en roue libre là. Mais c'est intéressant que tu me fasses toucher du doigt là et tu nous fasses toucher du doigt ce soir aussi le discours sur la spike Ouais. dans nos rangs aussi. Ah Et je oui, te et c'est remercie pour très ça. important. C'est un piège. En fait, les autorités, pour bien contrôler une population, il y a besoin de deux théories. La théorie pour le mainstream et la théorie pour les dissidents. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Et donc, la théorie pour les mainstream, c'est il y a un nouveau virus à cause d'un pangolin, d'une chauve-souris, et tout le monde va mourir. La théorie pour les dissidents, c'est il y a un nouveau virus qui sort d'un labo et on va tous mourir ou peut-être pas. Mais voilà, en gros, c'est ça. Et moi, je demande de prendre du recul et de regarder est-ce qu'il y a vraiment un nouveau truc. Et de dire, bah, en fait, il n'y a rien qui prouve qu'il y a un nouveau truc. Donc moi, j'ai envie de dire, si j'ai rien qui prouve, j'ai envie de dire que c'est qu'il n'y a rien, tout simplement. Et que par contre, j'arrive à voir, et on peut démontrer qu'il y a une opération psychologique. Donc, c'est une opération psychologique. Les gens tombent malades, comme tous les ans, en particulier l'hiver. Si on rajoute par-dessus du stress, des conditions que personne n'a connues, en tout cas, je connais personne qui a connu un confinement et un truc comme ça avant dans sa vie. Donc, c'est nouveau tout ça. Comment dire, ces mesures de torture d'une population à grande échelle
créer des symptômes de stress, de différents trucs qui vont créer des maladies. C'est normal. Et ça, on pourrait dire que c'est ça, entre guillemets, Covid. Des gens qui perdent le goût ou l'odorat, ça n'a rien de nouveau. C'est pas nouveau, ça a toujours existé. Des gens qui ont des problèmes respiratoires, ça a toujours existé. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ont des problèmes respiratoires toute l'année. Ils ont des problèmes pulmonaires chroniques. C'est pas nouveau. Bref, donc, et puis il y a des gens qui tombent malades tout le temps. Enfin, mais moi, j'ai vu quand on était à Castres, justement, j'ai fait ma tribune dans la salle, et puis à la fin, quelqu'un m'a dit oui, mais il y a quand même quelque chose de nouveau. Regardez, moi, j'ai eu une paralysie faciale et tout, c'est incroyable. Mais moi, j'ai une paralysie faciale. Moi, Jérémy Mercier, j'ai eu une paralysie faciale à l'âge de 12 ans. Donc en 94, 11-12 ans, quelque chose comme ça. Bah oui, bah, il n'y avait pas Covid pourtant. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, voilà. Donc, moi, j'ai eu une paralysie faciale. Ça n'a pas fait la une des journaux. Personne ne s'est dit, tiens, il y a une nouvelle maladie, il y a un nouveau pathogène qui arrive. Attention, tout le monde doit rester chez soi. Il n'y a pas eu ça. Donc non, moi, je dis, il y a plein de choses qui existaient déjà. Les gens, ben voilà, attrapent, enfin, en tout cas, pas attrapent, mais on va dire manifestent des symptômes en fonction de leur mode de vie, de plein de choses, de l'environnement, etc. etc. Et après, il ne faut pas tomber dans le piège d'attribuer ça à un ennemi invisible qui est un nouveau virus qui n'a jamais été démontré. Voilà. Et pour les vaccins, la vision mainstream, les deux versions, donc la version mainstream, c'est on a des nouveaux vaccins et les vaccins sont efficaces et tout le monde va être sauvé grâce à ça. Tout le monde va être sauvé d'une pandémie imaginaire inexistante. Et puis la version pour les complotistes, c'est attention, ces vaccins vont vous tuer parce qu'ils produisent la protéine spike à cause de ce mécanisme d'ARN messager qui fonctionne tel que le disent Pfizer et Moderna et ça va vous tuer. Et ben, pour moi, les deux sont faux. Ces deux affirmations sont fausses. D'une part, évidemment, les injections ne sont ni sûres ni efficaces, parce que ça n'a jamais existé des injections efficaces. Première chose. Ça, c'est la version mainstream. Et la version complotiste, j'ai envie de dire, il n'y a pas de démonstration d'une nouvelle protéine spike qui serait créée, et il n'y a pas de démonstration que le mécanisme fonctionne comme ils le disent. Par contre, il y a effectivement des gens qui ont des problèmes de santé suite aux injections, et on peut l'expliquer notamment avec ces problèmes des nanoparticules lipidiques. Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin que ça. Voilà. Tu vois, alors ça me renvoie à moi 2020. Personnellement, j'ai jamais cru à tous ces bêtises. Je regardais même pas la télé pour te dire. Je n'ai même pas suivi le discours du Macronus premier, mais j'ai pas cru moi au virus du tout. Je me suis dit ça existe pas en fait, et ça se voit que ça. Tu vois, vraiment, j'étais dans ce truc-là. Et c'est après, au fil du temps, en voyant des victimes et en questionnant des personnes, notamment Jean-Marc Sabatier, que j'aime beaucoup, que j'ai invité plusieurs fois, et qui, lui, parle de la protéine spike, justement, entre Eh ben, autres. Tu vois oui, oui, bien sûr. Et là, ça, Vas-y. pardon, ça me ramène ce en quoi, enfin, que j'avais expérimenté aussi, et ce en quoi je croyais en 2020, que tu viens de dire, de démontrer, il n'y a pas de virus, etc., qui existe et qui a été démontré, isolé, quantifié, etc. Et après, au fil du temps, tu te dis, bon, peut-être que je me suis trompée, moi, en tant que complotiste, justement, peut-être qu'il y a eu vraiment un virus, un nouveau virus avec la protéine spike, etc. Tu vois, tu as le doute, effectivement. Donc, c'est important de remettre l'église au milieu du village, là, comme tu le fais aussi. Ouais. Bah, voilà, moi je suis en désaccord avec cette vision-là, du nouveau virus, du vaccin qui fait une protéine spike et compagnie. Pour moi, ça ne tient pas la route, ça n'est pas démontré. Euh, il manque un recul qui n'a pas été pris par. Voilà, moi je pense que malheureusement, il y a ce formatage qui existe en particulier en biologie. Et voilà, j'ai dénoncé voilà, l'arnaque SIDA, VIH aussi, hein, et plein de gens aujourd'hui comment, je vais revenir dessus, juste après à ce que tu disais, hein, mais plein de gens n'ont pas encore tiré les leçons de ça. L'arnaque VIH, l'arnaque VIH-SIDA était un prérequis fondamental pour pouvoir créer l'opération psychologique Covid. Ce sont deux opérations psychologiques différentes. Mais comme je sais pas, les gens n'ont pas le temps ou pas envie de revoir leurs croyances, et ben, ils se rattachent à des anciennes croyances et ils pensent que les anciennes croyances sont vraies. Et donc oui, il y a effectivement un VIH, donc oui, il y a tel virus qui existe, etc. etc. Mais ils n'arrivent pas à remonter vraiment jusqu'au bout des choses, à se dire, mais est-ce que le terme isoler un virus, en fait, est-ce qu'il est pertinent? Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Et quand on commence à creuser ça, on se rend compte que, en fait, quand on parle de isoler quelque chose en virologie, ça ne correspond pas à isoler comme nous on l'entend, qu'un moyen. C'est autre chose. C'est faire des cultures cellulaires, c'est rajouter des produits dans tous les sens, et puis après, voir une tâche sur un écran et dire, ah oui, c'est à cause de ça que c'est malade, mais sans jamais le démontrer. Et donc, il y a des raisonnements circulaires et des erreurs de logique
flagrantes et manifestes dans la virologie, mais qui ne sont pas prises en considération par les gens qui s'intéressent à ça, parce qu'ils ont été tellement formatés qu'ils n'arrivent même pas à se dire, tiens, il y a un problème. Parce ils sont habitués en fait à raisonner d'une façon qui n'est pas logique. C'est Oui, pour ça donc que je dis après, la ça virologie. vient juste aussi chercher des biais de confirmation finalement. Ouais, c'est ça. Par, ouais. Et en fait, ils partent du principe qu'il y a un virus, donc ils en trouvent un, et ils n'arrivent pas à sortir voilà, d'un raisonnement qui est pas bon, quoi, qui ne marche pas, que je dénonce, que Pierre Chaillot dénonce aussi, Denis Rancourt aussi dénonce ce raisonnement qui est pas bon, et de plus en plus de personnes le dénoncent. Il y a un bouquin que je trouve excellent et que tout le monde doit lire, qui s'appelle Virus Mania, que voilà, je donne des références, hein, parce que c'est important que chacun se renseigne à un moment. Alors c'est gros aussi, voilà, ça se lit pas en nuit, ça c'est clair, mais n'empêche que ça donne beaucoup d'arguments. Et puis moi j'adore suivre la médecin néo-zélandaise Sam Bailey, Bailey, qui avec son mari Marc font un travail extraordinaire pour montrer l'arnaque de cette pseudo-science qu'est la virologie. Et j'avais interviewé aussi Stefano Scoglio, qui est un des co-auteurs de ce livre Virus Mania. J'avais fait cette interview avec Jean-Jacques Crèvecoeur. Et voilà, et lui, il a fait d'excellentes vidéos et travaux montrant que la protéine spike, ça va pas. Ce qui est dit, ça ne va pas. Et le mécanisme soi-disant de retranscription de l'ARN messager qui arrive par le vaccin, par les cellules, il dit ça, c'est impossible que ça marche. Et même, c'est prouvé que ça marche pas d'une certaine manière. Donc, je pense qu'une très grande partie de la dissidence se plante complètement quand ils vont dans le sens à la fois du nouveau virus et à la fois également du vaccin qui fonctionne comme Pfizer et Moderna le disent. Voilà. Et ces plantages, je pense, sont dangereux parce qu'ils nous font rester dans un paradigme faux, mais qui permet le contrôle des populations, à savoir le paradigme bidon de la virologie et le paradigme bidon de ces nouveaux vaccins qui soit protègent, soit nous créent des gros problèmes à cause de cet ARN messager. Voilà. Donc ouais, c'est chaud. Merci Jérémy. Mais ouais, c'est chaud, ouais. Mais c'est bien, je te remercie. Non, mais c'est bien parce que enfin, encore une fois, quand on est curieux, on regarde tout de tous les côtés. Et c'est pour ça aussi que je t'invite. Voilà, mais ça remet en question et aussi ça chamboule certains schémas qu'on a pu voilà, acquérir au fil du temps. Donc, si tu permets, je voudrais répondre. Je vois un commentaire qui passe, je voudrais vraiment y répondre parce que ça montre une incompréhension de ce que je viens de dire. Quelqu'un qui dit nier complètement la maladie peut aussi être utile au pouvoir. Ils vont cataloguer les anti-pass en anti-vax. Bon. Alors, je vais regarder le début de la phrase en tout cas. Je ne nie pas que les gens sont malades. Simplement, bien sûr qu'il y a des malades. Comme tout le temps, il y a des gens tout le temps qui sont malades, et en particulier l'hiver, qui est une période où la mortalité augmente. Et c'est comme ça, nous, on a beaucoup étudié la mortalité, toutes causes confondues, avec Denis Rancourt, Marine et Joseph. Et donc, il y a des vagues comme ça. Il y a des creux de mortalité l'été, les gens meurent beaucoup moins l'été, et ça augmente l'hiver. En particulier pour les personnes âgées. Les jeunes, en gros, ils meurent à peu près tout le temps pareil, ça ne change pas. Par contre, les personnes âgées meurent beaucoup plus l'hiver. Et donc, des gens qui sont malades, c'est normal, ça arrive tout le temps, c'est pas pour rien que, voilà, que les gens prennent des médicaments. Alors moi, je le déplore un peu parce qu'il y a plein de choses naturelles qui fonctionnent très bien, ça c'est un autre sujet, mais les gens meurent souvent de maladies. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas de maladie, simplement, ça a été la propagande entre 2020 et 2023 a consisté à attribuer Covid à tous les problèmes de santé que les gens pouvaient avoir. En gros, tout ce que j'en veux, c'était Covid maintenant. Donc ça, c'est bidon. Comment dire, avoir une maladie et mettre des semaines ou des mois à récupérer, ça n'est pas nouveau. Il y a des gens qui pensent que c'est nouveau parce qu'ils n'ont pas connu ça avant. Mais c'est pas nouveau pour autant. Moi, j'ai lu des documents qui ont plus de 100 ans où des médecins disent ah, c'est marrant, cette année, les gens perdent beaucoup le goût, l'odorat, ou bien ah, dis donc, il a mis 6 mois pour récupérer de sa grippe. C'est pas nouveau tout ça. C'est pas parce que quelque chose est nouveau dans votre vie à vous que ça n'est jamais arrivé avant à d'autres. Attention, hein. Et plein de gens, en fait, c'est un biais psychologique, je pense, comportemental, qui fait que les gens, ils vont avoir tendance à chercher, à vouloir faire partie du groupe. Et puis, quand on a dit à tout le monde, vous allez mourir de Covid ou être malade de Covid, quelque part, on a envie d'être malade de ça parce qu'on fait partie du groupe. Et je pense qu'il y a un biais comme ça qui est resté et des gens qui se disent, j'ai eu ça à telle époque, j'avais jamais eu ça avant, donc c'est Covid, et donc il y a vraiment un truc nouveau. Et donc, le raisonnement va jusqu'à imaginer que ça viendrait d'un nouveau virus. Mais rien de ça n'est démontré, rien du tout. Ouais. Et là, peut-être, j'ai pas vu passer le commentaire honnêtement, mais je pense, enfin, j'imagine que c'était qu'il y a vraiment des gens malades post-injection, Ah, mais bien post-vaccination. sûr,
Mais Donc évidemment, là, je c'est te pour dis, ça que ça, c'est j'aimerais te faire volontaire, rebondir là-dessus, parce que ça, bien sûr. encore une fois, c'est pas nouveau non Non, non. plus et ce n'est pas spécifique à l'injection Covid. Mais bien sûr, vous vous souvenez peut-être du scandale du vaccin contre l'hépatite B, du scandale du vaccin H1N1 qui a créé plein de narcolepsie. C'est pour ça que la Suède, d'ailleurs, a été un peu plus cool que d'autres pays, parce qu'eux, ils avaient fait un vrai travail de pharmacovigilance. Ils se sont rendus compte que bah, les gens qui avaient fait le vaccin H1N1, il y avait beaucoup de narcolepsie, donc c'est très grave. Des gens qui s'endorment, qui sont incapables de tenir debout parce qu'ils peuvent s'endormir en une seconde, ils ne peuvent pas lutter contre ça, c'est un truc de fou. Et le Ça pourrit une vie. papillomavirus aussi, hein, on l'a vu Et puis aussi. ça, il y a un documentaire extraordinaire qui montre des vies brisées de jeunes femmes danoises suite au vaccin HPV. Donc, je veux dire, des gens malades après les injections, c'est courant et j'ai envie de dire même c'est normal. Malheureusement, on vous injecte un poison, bah, vous êtes malade. Enfin, pas tout le temps. Il y a des gens qui résistent plus ou moins, bien sûr. Il y a des gens qui vont réussir à détoxifier les saloperies qu'on leur injecte. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a Et puis parfois, c'est peut-être piqué d'une manière ou d'une autre qui fait que ben, on résiste plus ou moins. Mais être malade après des vaccins, c'est malheureusement un très grand classique. Bah, de toute façon, même un simple vaccin, moi je me rappelle, hein, mes parents, après injection, ils nous disaient, bon, bah, ils vont faire de la fièvre. Enfin, les médecins disaient à nos parents, ils vont faire de la fièvre, peut-être qu'ils vont avoir ci, ça comme effet secondaire, c'est sûr, hein. Ouais. Et Mais c'est censé être la preuve que le vaccin marche. oui, bah, c'est ça, en fait. Mais tout à fait, tout à fait. Et après, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est le processus normal et après il y aura l'immunité. Et justement concernant, cette, immunité, tu voulais peut-être en rajouter une couche aussi sur les injections, la grippe peut-être, qui se font, encore et qui continuent. Moi, j'étais encore en pharmacie hier. Ouais. C'est simple, j'étais en 10 minutes. Alors moi, c'était marrant parce que j'allais prendre du fer, du magnésium, enfin des trucs où il y a un bon achalandage là-dessus, à ce niveau-là. Et en fait, en même pas, ouais, peut-être 10 minutes, 3 personnes qui venaient pour se faire injecter. J'ai Des plus de personnes mots. âgées, j'imagine. Ouais, Ouais. ouais. Bah, voilà, il y a un formatage énorme, hein, voilà, ils mettent des moyens gigantesques. Voilà, j'étais récemment chez mes parents dans l'Est de la France et j'ai regardé un peu la télé pour me tenir au courant de voilà, comment sont dites les choses. Et il y a des pubs tout le temps pour le vaccin contre la grippe, c'est hallucinant. Enfin, donc, ouais, il y a plein de personnes âgées qui passent leur journée devant la télé. Bah, au bout de 50 fois où on leur dit qu'il faut se vacciner contre la grippe, bah, ils vont céder parce qu'ils ne vont même pas réfléchir en fait. Ils vont se dire, ouais, ils l'ont dit à la télé 50 fois, Ouais. forcément c'est vrai. Quoi. Il Et y a entre-temps, il y ça a et des médecins qui vont dire, enfin, oui, pardon, excuse-moi, je voulais pas te couper. Il y a ça, effectivement, tu as raison, les messages à la télé. Il y a autre chose aussi, c'est les médecins, l'assurance maladie bien aussi. sûr, Bon, les médecins, bien sûr, et l'assurance maladie qui renvoie des courriers bien constamment. sûr. Et on va faire le parallèle aussi avec Octobre Rose, si tu le veux bien. Ouais, bien sûr. Parce que quand tu passes la quarantaine, moi, en tant que femme, ben, je reçois maintenant des courriers pour aller me faire dépister pour un éventuel cancer du sein. Donc, Ouais, là aussi, tu as des choses à dire, Jérémy, et je te ouais, remercie bien sûr. d'avoir dénoncé et de Ouais, continuer à dénoncer ça. ouais, alors je finis juste sur la grippe, mais tu as raison, il y a ces courriers de la Sécu et il y a même parfois des gens qui reçoivent des appels carrément. On les appelle au téléphone. Ça va. C'est pour montrer la puissance, enfin voilà, la violence hein, de ce système qui veut tout faire pour attraper sa proie. C'est comme un prédateur. Hein. Il ne veut pas lâcher. Hein. Il va aller jusqu'au bout pour amener sa proie au centre de vaccination ou chez le vaccin qui va faire l'acte. Donc ouais, c'est vraiment catastrophique. Alors, Octobre Rose, effectivement. Alors, normalement, c'est entre 50 et 74 ans, si je ne me trompe pas, le dépistage du cancer du sein. Donc, 40 ans, normalement, c'est pas l'âge auquel on commence le dépistage. Je l'ai En tout cas, il reçu. n'est pas. Pardon? J'ai reçu le courrier, Ah Léo. ouais. Alors après je ne suis pas complètement étonné parce qu'ils vont dire ouais, c'est pas l'âge auquel on le fait, mais en gros, ça te prépare, ça te met déjà en condition pour que à 50 ans, tu sois mûr et que vraiment, vraiment tu y ailles. Mais normalement, c'est recommandé, entre guillemets, recommandé par la Haute Autorité de Santé entre 50 et 74 ans. Alors, moi, j'ai fait une vidéo avec Gérard Delépine, qui est cancérologue, qui est le mari de Nicole Delépine. Tous les deux sont des personnes extraordinaires, Oui, je les ai anciens déjà médecins reçus. en région parisienne, qui ont fait plein de combats et voilà, qui sont vraiment géniaux. Et j'ai fait cette vidéo avec lui en 2018. Donc ça remonte, hein, ça fait 7 ans. On a fait cette vidéo ensemble en 2018 dans leur salon, là où ils habitaient à l'époque. Et c'est une vidéo qui est très courte, elle ne dure même pas un quart d'heure. Et il explique bien les choses, il montre bien que quand on compare, et ça c'est intéressant, c'est ça qu'il faut faire, quand on compare deux groupes comparables de femmes, un groupe qui se soumet au dépistage et un groupe qui ne se soumet pas au dépistage, on ne voit pas de changement en termes de mortalité, voire même
un petit peu plus de femmes qui meurent du côté du dépistage. Voilà. Donc, après, ils vont dire, l'industrie de la maladie a plein de moyens de contrôler les gens, a plein de moyens de mentir et de nous faire croire, nous faire avaler n'importe quoi. Et les moyens qu'ils vont dire, c'est oui, mais ça fait baisser la mortalité de cancer du sein. Donc, ils vont regarder que la mortalité du cancer du sein. Et du coup, une femme qui est traitée pour un cancer du sein, elle va recevoir peut-être de la chirurgie, des rayons, des chimiothérapies, etc. Et tout ça, ça peut occasionner des morts. Hein. Heureusement, ce n'est pas systématique, mais n'empêche que c'est des traitements qui peuvent être violents. Il y a toujours un risque pour une opération. Quand on fait des rayons, bah, il y a un risque aussi, même un risque à long terme. C'est-à-dire que si c'est du côté gauche, par exemple, on va brûler donc la tumeur éventuelle, enfin ce qu'on va appeler tumeur, même si ça ne cause aucun problème. Et on peut aussi brûler derrière des petites artères près du cœur qui peut faire que 10 ans après, ben, la personne va avoir des gros problèmes cardiaques et elle va mourir. On dira, ah ouais, mais c'est pas le cancer du sein, elle est morte d'autre chose. Et donc c'est pour ça que c'est important de regarder la mortalité toute cause confondue, et pas tomber dans le piège de la mortalité relative, c'est-à-dire la mortalité que cancer du sein. Parce que si on sauve une femme du cancer du sein, mais que, soi-disant, mais qu'un mois après, elle meurt de plein de maladies liées au traitement qu'elle a eu, bah, désolé, elle n'est pas sauvée. Voilà. Il fallait peut-être ne rien faire. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est de regarder ces deux groupes. C'est une étude canadienne. J'ai plus les références, mais en tout cas, c'est sous la vidéo que j'ai faite avec Gérard de Lépine. Et on voit, voilà, il n'y a pas d'intérêt, démontré du dépistage du cancer du sein. Donc, à partir du moment où on a cette information-là, on devrait dire on arrête ce dépistage. Il n'apporte pas de bénéfice. Et pourquoi on n'arrête pas? C'est parce qu'en fait, il apporte certains bénéfices à certaines personnes, c'est-à-dire à toutes les personnes qui vivent du cancer. Donc, tout le complexe pharmaco-médical autour du cancer vit très, très bien de ce dépistage. Donc, c'est les radiologues, tous les cabinets de radiologie, les oncologues, les chirurgiens, tous ces gens qui vont être là-dedans, ils ont tout intérêt, mais ils n'en sont pas conscients eux-mêmes. Ils participent à un système, ils ne sont pas conscients de ça. Ils n'ont même pas envie de se poser des questions parce qu'on ne se pose pas de questions en médecine, on applique les protocoles, c'est tout. Et donc, ils ont tout intérêt à ce que ça continue, parce qu'en fait, le dépistage permet de ramener des clients à cette industrie dégueulasse, qui a un mépris énorme, en fait, pour les femmes. Et ils vont les faire croire qu'en dépistant, donc, je vais rappeler ce que c'est le dépistage, parce qu'il y a plein de gens qui confondent dépistage et diagnostic. Dépistage, ça veut dire une femme qui n'a aucun symptôme. Elle se plaint de rien, mais on lui dit... Et si on cherchait la merde? Et si on allait voir si vous n'avez pas un cancer que vous ne sentez pas aujourd'hui? Et donc, on va faire une mammographie de dépistage, donc écraser entre deux plaques de verre assez fort. Il y a des femmes qui tombent de l'œil. Hein. On va écraser le sein, et puis on va bombarder de rayons, et on va regarder si on ne voit pas un truc bizarre à l'image. Okay. Et puis parfois on voit des trucs, parfois on ne voit pas, parfois on ne sait pas trop, donc on refait une mammo, ou bien on refait une lecture derrière pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose. Et si on trouve quelque chose, bingo! Peu importe que la chose en question soit problématique réellement, parce que si on cherche bien, on trouvera toujours des cellules cancéreuses. Tout le monde a des cellules cancéreuses en soi. D'où le danger aussi de tous les soi-disant dépistages continus ou des objets connectés qui viendraient en permanence mesurer des paramètres pour vérifier si tu n'as pas un truc qui ne va pas. Si on cherche bien, je suis sûr qu'on peut trouver chez tout le monde un petit machin quelque part qui ne va pas. Et là, il suffit de dire, madame, vous avez des cellules cancéreuses, c'est fini, c'est un cancer, donc maintenant, hop, c'est parti. Chirurgie, rayons, chimiothérapie. Ça va rapporter quelques centaines de milliers d'euros à l'industrie de la maladie, mais ce n'est pas au bénéfice de la femme qui vient de se faire dépister, parce que la plupart du temps, il y a ce qu'on appelle un surdiagnostic, c'est-à-dire qu'on va traiter une femme qui n'aurait jamais eu besoin d'être traitée et qui va survivre au traitement et non pas au cancer. Elle n'aurait jamais de cancer, elle n'aurait jamais de symptômes, et elle va se croire, à cause du formatage et de la manipulation de toute cette grande opération, elle va croire qu'elle a été sauvée d'un cancer qui n'aurait jamais existé, en fait. C'est dramatique, c'est monstrueux. Merci Jérémy, mais je voulais remettre aussi le livre du docteur Reliquet, là. Hop, je ne sais pas si on voit bien. Et qui a expliqué tout ça et la problématique aussi, justement, en faisant ces mammographies, d'envoyer déjà dans l'examen même, d'envoyer des choses hyper néfastes pour le corps et qui dénoncent aussi tout ça. Et juste un petit mot pour faire une transition, parce qu'on est le 5 novembre. Le mois de novembre, c'est cette fois le mois du dépistage du cancer de la prostate chez les hommes. Ah, je ne savais pas. Eh oui, c'est Movember. Les hommes se laissent pousser une moustache pour sensibiliser au cancer masculin et notamment de la prostate. Alors, le cancer de la prostate, c'est un petit peu différent parce qu'il n'est
Il n'est même pas recommandé par la Haute Autorité de Santé. Il n'y a pas d'autorité de santé dans le monde qui le recommande. Par contre, les urologues le recommandent fortement. Pourquoi? Ça va permettre d'avoir de nouveaux clients encore une fois. Donc, un homme qui ne se plaint de rien, est-ce qu'il n'aurait pas un cancer de la prostate comme ça? Ça serait sympa qu'il ait un cancer de la prostate, parce que comme ça, on pourrait l'opérer, on pourrait faire des rayons, enfin tout team habituel. Et ça, c'est un gros scandale. Et j'ai fait une autre vidéo avec Gérard Delépine sur le sujet, et il faut le dénoncer aussi. Donc, il y a une parité homme-femme quand même, je tiens à le préciser. Les femmes, on les arnaque avec Octobre Rose et le cancer du sein, et les hommes, on les arnaque avec le mouvement Movember et le dépistage du cancer de la prostate. Voilà, pas de jaloux. Ouais. Mais en fait, si on prend un peu de hauteur, tu vois, c'est comme, je vais juste prendre une image de ce que j'ai vécu cet été qui était assez lunaire. J'étais, donc, tu sais que je suis dans le sud de la France et je vois arriver un orage de très, très loin, tu vois? Mais un bel orage avec des beaux éclairs, et qui, petit à petit, se ramène sur nos tronches et en fait, je dis à mes amis là, qui étaient là, «Bah, ça va nous tomber dessus», et il y en a plein qui ont pris leur téléphone, qui ont regardé en me disant, «Non, non, la météo dit qu'il va pas pleuvoir». Et c'était au-dessus, hein, mais vraiment sur nos tronches. Et en fait, je me dis, là, c'est la même chose, en fait, pour la santé, pour tout. C'est ne pas s'écouter, ne pas se faire confiance, parce que si on avait un problème de santé, on le sent quand même. On se connaît un minimum, normalement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, c'est en fait, bien sûr qu'il y a toute cette manipulation derrière et cette confiance qu'on fait aux médecins, et cetera. Mais il y a aussi ce truc de finalement revenir en nous et éduquer les populations, les personnes à justement s'auto-diagnostiquer, la connaissance de soi, connaissance de ses limites, et cetera. Il y a toute une rééducation à faire et je m'inclus dans le lot aussi, hein, à faire à ce niveau-là. Je sais Mm. pas ce que tu en penses de Ouais, ça. Enfin, ouais. toi, c'est ton. Oui, bah, complètement. Et tout ça est dans toujours la même logique qui est moi, petit humain, individu, je suis incapable. Je peux pas, je ne connais pas mon corps, je ne sais pas comment ça marche et je dois m'en remettre aux médecins et au gouvernement parce que le gouvernement veut mon bien. Il va donc m'injecter un produit pour mon bien parce que mon corps ne peut pas lutter contre ces méchants organismes invisibles qui ne veulent qu'une chose, c'est se jeter sur moi à la première occasion venue. Donc oui, donc c'est vraiment infantilisant. C'est aussi, tout ça participe au contrôle des individus, tout simplement, et à cette soumission, à cette autorité supérieure. Et ouais, c'est dangereux. Et c'est pour ça que je trouve que c'est aussi important. C'est pour ça que j'en ai fait mon métier, de l'éducation à la santé, parce que enfin, être souverain de sa santé, savoir quoi faire, prendre les bonnes décisions, savoir faire le tri dans les informations, c'est tellement important. Et j'ai envie de dire d'autant plus aujourd'hui, parce que la médecine est devenue réellement le relais du pouvoir et des autorités pour contrôler les corps, très clairement. Merci beaucoup, Jérémy. C'était passionnant, dense et franchement, bon, on est déjà à 1 heure d'émission. Je voulais pas te retenir trop, trop longtemps, mais merci infiniment. Vraiment, Avec grand c'était. plaisir. Après, je ne veux pas vous plomber, hein. Non, Moi, non, je pense non, mais que moi, tu ne me plombes pas. Enfin, personnellement, je t'inquiète. Mais non, 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 mais c'est justement, c'est de prendre en main les choses et de devenir souverain et acteur de sa propre vie aussi. ouais, C'est ça exactement. Et moi, je trouve que l'essence. la vérité libère. Quand Bien on sûr, comprend pas, qu'on ne sait pas, en fait, bien on est sûr, prisonnier d'un brouillard informationnel et émotionnel. Et une fois qu'on voit les choses, ah bah complètement. on est apaisé parce qu'on là, on comprend. Ah, donc je me suis fait avoir avec toutes ces histoires d'injections, de virus, de machin, de dépistage. Ah ben en fait, peut-être que je pourrais apprendre qu'est-ce qui est bon pour moi et que je peux commencer à écouter mon corps et peut-être qu'il me donne des informations et que voilà, je devrais être conscient de ça. Bien C'est sûr, énorme, c'est génial. C'est bien un outil sûr. extraordinaire, notre corps. C'est ça et en plus, ça c'est très, dans cette société mortifère justement, c'est très intéressant et c'est, comme je trouve pas le terme que, enfin, ça fait du bien en tout cas de pouvoir se dire: «Je reprends, justement possession de mon corps, de ma conscience, de mon énergie, de moi en fait, de mon être, de ce que je fais, de ce que je décide, de ce que je dis au jour le jour et je prends en main les choses». Ça fait vraiment du bien. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a personnellement, sauvée depuis 2020 aussi, hein, quand j'ai pris les choses en main et que j'ai Ouais, fait des choses, plutôt que de tomber, petit à petit, et on a voilà. ce pouvoir. On l'a Ouais, réellement, hein. tout à fait. Utilisons-le. Ouais. Merci beaucoup. Merci Merci Jérémy. beaucoup. Merci Lise. Merci à tous. Tu reviens évidemment quand tu veux et quand tu peux sur la chaîne, Avec avec grand grand plaisir. plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes et tous d'avoir, été là, d'avoir commenté, liké, partagé.
J'espère que ça vous a intéressé. J'ai vu beaucoup de commentaires, désolée, je me suis concentrée sur Jérémy, j'ai pas pu tout voir, mais voilà, si je peux répondre ou vous pouvez contacter aussi Jérémy. D'ailleurs, Jérémy, attends, excuse-moi avant de te quitter, on n'a pas relayé ta chaîne et ton site internet. Alors, mon site, c'est tout simple, c'est www.jeremy-mercier.com, Jérémy avec IE. Et c'est là-dessus d'ailleurs que vous pourrez trouver mes livres, notamment Quand les masques tombent. Voilà. Bon, j'en ai deux autres, moi, je vais les présenter très rapidement, Oui, hein, oui, voilà. vas-y, vas-y. L'un sur l'hygiène émotionnelle, le cheminement manquant Ouais, je à l'ai vu votre celui-là. épanouissement. Ça, c'est sur le stress et les émotions. À mon avis, c'est un sujet fondamental pour la santé. Et l'autre, c'est sur l'alimentation. J'arrête de creuser ma tombe avec mes dents, en finir avec les faux messages alimentation santé. Voilà. Donc j'ai 3 livres et puis vous verrez toutes les autres choses. Et ma chaîne, je suis sur YouTube et partout sous mon nom, donc vous me trouvez facilement normalement. Et abonnez-vous à aussi la newsletter. Moi, je la reçois tout le temps et comme ça, au moins, vous pouvez être tenu au courant Très bien. des actualités Plein de de choses Jérémy croustillantes à et venir. de quoi? Plein de choses croustillantes à venir. Ouais, 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 tout à fait. Merci infiniment, Jérémy, encore. Merci Lise, merci à tous, bonne soirée. Merci. Merci à vous tous et tous. On se retrouve la semaine prochaine avec Éric Loridan. Cette fois-ci, on parlera encore de médecine et d'un médecin résistant aussi. Ah bah là, oui, Ouais. carrément. Trop bien, super. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.